Bonsoir, bon dimanche. Madame, Monsieur, ce soir avec le professeur Jean Baïbek, nous allons davantage recevoir le spécialiste des questions de santé. Vous le savez, les chirurgiens orthopédistes. L'occasion de le faire revenir ce soir, c'est davantage à cause de cette actualité que l'on a vécue depuis quelques jours déjà, et davantage cette semaine, au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, où on a pu voir un jeune homme mutilé, selon sa famille, qui a perdu la vie. L'hôpital s'en défend. Le ministre de la Santé a prescrit une enquête et nous, avec l'un des spécialistes sur les questions, nous avons donc souhaité y voir plus clair. Je le rappelle, Jean Baïbek a été chef du service des urgences, chef de service des urgences dans cet hôpital. Donc il connaît bien l'environnement, il connaît les responsables qui y travaillent, souvent des collègues, certains des étudiants. On espère donc mieux comprendre ces faits ce soir. Mais l'émission permet également de revenir pour les analyser et commenter les faits qui ont grandement marqué l'actualité cette semaine. Vous le savez, le 1er octobre, c'était il y a quelques jours, avant-hier précisément, et comme de coutume dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis quelques années déjà, les séparatistes, certains, ont bravé, du moins ont manifesté pour davantage rappeler leur demande de séparer le Cameroun. Une revendication qui, depuis 1996 déjà, est davantage sous le prisme des armes. On a pu également voir des contingents de l'armée si dirigés en termes de renfort. On va revenir là-dessus, sachant que le 1er octobre également, ou du moins le 30 septembre, de cette année a marqué la deuxième année du grand dialogue national. Ces faits seront commentés, je l'ai dit, avec notre invité. Professeur Jean Baïbek, bonsoir. Bonsoir, Lipita. Merci d'être parti de Yaoundé. L'occasion, je le pense bien, est assez importante pour faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui se passe dans le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais avant, peut-être, je voudrais qu'on revienne en termes de reportage sur les faits tels que perçus par nos collègues de la rédaction de Yaoundé. Reportage. Hôpital central de Yaoundé. Au-delà des apparences, les circonstances du décès d'un jeune homme, Hilaire Aïssi, âgé de 22 ans il y a quelques jours, suscitent une vive émotion populaire. Les images diffusées en boucle dans les réseaux sociaux appellent les éclairages des responsables de cet hôpital. La famille accuse le centre hospitalier de trafic d'organes. Les images sont choquantes. Nous ne pouvons que vous proposer un extrait de son. Face à l'horreur que leur présentait le corps sans vie de leur fils, la famille d'Hilaire Aïssi tente de se rapprocher de l'administration centrale de l'hôpital pour comprendre ce qui s'est passé. La mort de mon petit frère est tellement suspecte que à la réunion de famille, nous avons essayé d'expliquer ce qui se passait en fait sur son corps. Nous sommes partis à l'hôpital central pour demander des explications le lundi qui suivait. On a laissé une lettre au directeur, on a cherché le chirurgien et tout, mais rien. On ne nous a pas reçus, on ne nous a rien permis de faire. Ce même jour, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé informe le public de ce que des individus en colère, se réclamant de la famille d'un patient décédé, ont fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital. Ont élu domicile devant le bâtiment administratif émettant un vacarme menaçant et troublant la quiétude des patients. Ces personnes disaient réclamer les organes de leurs proches décédés qui auraient été mutilés. Ils tentent d'expliquer sur la chaîne nationale. Ce patient est arrivé ici le 10 après avoir été poignardé. Il est revenu le 14 dans un état de péritonite, c'est-à-dire une infection abdominale. Il a été opéré parce qu'il y avait une plaie du côlon et le chirurgien Dr Biwele, le patron des urgences, qui l'a opéré. La première opération s'est bien passée. Il a mis le gros intestin à la peau, mais 2 jours après cette intervention, on se rend compte que les tissus sous la peau se sont infectés. Et la peau aussi. Il rentre à nouveau au bloc pour enlever ces tissus qui sont infectés. Tout ceci dans l'optique de sauver la vie du malade. Et finalement, le malade décède parce que c'était une infection généralisée.
Le directeur de l'hôpital, qui reconnaît avoir reçu le malade souffrant d'une plaie pénétrante au niveau de la fosse lombaire gauche, s'explique au sujet des mutilations scandaleuses observées sur le corps du défunt. Je regrette énormément parce que tout le monde veut être médecin et tout le monde veut faire la médecine. Dans tous les pays du monde, une pathologie de la paroi abdominale, c'est comme quand le couteau part. Le couteau ne s'arrête pas au niveau de la peau des muscles, il pénètre, il allait blesser le gros intestin à l'intérieur. On ne peut réparer ces lésions qu'en opérant au niveau du ventre, en faisant une laparotomie. Il n'y a pas une autre façon d'opérer. Une enquête a été ouverte par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Voilà les faits tels que vécus par Mireille Siabza Yaoundé. Jean Baïbek, que vous inspirent ces éléments qu'on vient de voir dans un premier temps? Alors, avant de parler de cette question, je vais faire comme j'ai fait ce matin, vision, car c'est-à-dire qu'il faut dire que moi, c'est ma tasse de thé. D'accord. Ce n'est pas seulement parce que je suis diplômé de chirurgie générale que j'ai bien pratiqué, mais c'est parce que moi, j'ai occupé les urgences chirurgicales là pendant 6 ans, en tant que chef, avec le professeur Biolé comme directeur à l'époque. Et si l'on admet qu'on a à peu près une plaie abdominale comme ça, par semaine, qu'il y a 50 semaines par an, en 5 ans, j'ai donc, en 5 ou 6 ans, j'ai traité entre 100 et 150 plaies abdominales. Moi, Baïbek. C'est des faits d'armes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une formation. Il ne s'agit pas seulement d'une diplomation. Il s'agit d'un bilan. Je connais bien cette question. D'accord. Je l'ai pratiqué parfois mieux que les spécialistes. Parce que les spécialistes de ça, c'est les Arthur Essumba, c'est les Yves Martin à Handa, ou les Bernardin de Mononga, ou les Nana à Yaoundé. Voilà les spécialistes de ça. Mais moi, je l'ai pratiqué. Donc, il s'agit de quelque chose que je connais bien et d'un contexte que je connais bien. Je dois d'abord vous faire observer que la version de la famille est différente. Absolument. Mais je vais vous faire ce que je fais souvent à mes élèves. Je leur dis, on va juger chacun sur ta version. On te juge sur ta version. On va supposer ce que tu dis est vrai et on va juger ce que tu dis. Ce que le directeur de l'hôpital central dit, il dit, le malade est arrivé à une plaie abdominale, avec une plaie abdominale le 10. Mais il est rentré chez lui, il dit, il écrit. Il dit, il est revenu le 14, 4 jours après, avec une péritonite, c'est-à-dire une infection de l'abdomen. Je reprends un mot, vous êtes directeur. Comment se fait que, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça n'arrive? Pourquoi le malade sort? Parce que quand on a cette plaie de l'abdomen, on ne sort pas de l'hôpital. Un hôpital, ça monte, ça descend. Si un malade comme ça sort, il y a défaillance. C'est là la première faute. Défaillance qui peut être la communication, qui peut être la communication avec la famille. Mais le médecin, le chirurgien et l'hôpital doivent avoir suffisamment de crédibilité et de méthode pour que la famille leur fasse confiance et accepte l'hospitalisation. Moi, j'ai appris et j'apprends encore aux chirurgiens aujourd'hui que devant une telle situation, si tu n'arrives pas à convaincre la famille de rester, c'est ton échec personnel et tu le payes, je te le fais payer. Moi, je fais payer les chirurgiens en formation pour ça. Je te sanctionne. Tu vas reprendre l'année. Bon, c'est un échange. Oui. Il peut arriver que la famille estime que dans cet hôpital, ou du moins qu'elle a la meilleure référence en termes de médecin, en termes d'hôpital, qu'il y a un médecin de famille, par exemple, et elle décide de faire partie son... Je veux dire qu'il peut avoir une raison pour une autre. Ça peut être les moyens, les coûts. Tu n'as aucune raison de ne pas convaincre les malades. C'est pourquoi l'un des critères de la chirurgie, de la bonne chirurgie, de la bonne médecine, est d'inspirer, de bâtir la confiance. Ça se bâtit. Ça dépend de comment tu te présentes devant une famille, de comment tu parles, de comment tu te comportes, de ton argumentaire. Famille désœuvrée, hospitalisation, on voit rapidement les coûts et on se dit ça peut se gérer au village, à la maison. Alors, mais effectivement, mais c'est à toi de convaincre même l'hôpital et l'anesthésiste que cette affaire,
Si on laisse rentrer ce malade, et que c'est par exemple une plaie de la queue du pancréas, le pancréas, lui, s'enflamme comme du feu. Et lui déclenche, on appelle ça la grosse tache verte, quand on ouvre le ventre. C'est terrible, une plaie du pancréas. Ça va enflammer terriblement le ventre. Mais il n'y a pas que le pancréas dans l'affaire. Il y a le rein, il y a l'urétère. Comment tu peux laisser qu'un malade comme ça rentre? Et ce n'est pas, quand on parle de chirurgien, c'est un élève ou un jeune chirurgien. Ou le chirurgien mature qui apparaît. Parce qu'il y a aussi une maturité. Dans la façon de parler aux malades, on sent la maturité, on sent une assurance. Où sont les chirurgiens matures qui sont dans ce service des urgences et qui peuvent convaincre le malade? Vous savez ce qu'il a comme chirurgien mature, le superviseur de ça? Je vous raconte l'histoire. Allons-y. Il est venu il y a la semaine dernière, c'est un de mon premier agrégé. Il me dit, à une réunion, que je convoque une réunion à 8 h avec lui, il s'amène à 10 h. On l'a appelé 3 fois pour qu'il arrive à la réunion. Quand il arrive, il dit qu'il était écouté les enquêteurs que le ministère a envoyés. C'est pourquoi même il ne me téléphone pas pour me dire. Un type que j'ai pris en 4e année. Je l'ai dirigé sa thèse. Après, je l'envoie à Dakar, chez Seydina. Il revient là-bas, chirurgien. Pour qu'on le recrute à l'université, j'ai dû affronter le doyen Tétagne. Il est là, il peut témoigner. J'ai dû entrer en conflit avec le recteur Oumarou Bouba. Et c'est l'une des choses qu'on me reproche quand on me suspend. Que j'ai affronté le recteur. Oui, pour recruter ce type. Je l'ai envoyé à Choupière-Romé à Genève. Il est revenu, il a agrégé. Il vient à la réunion pour me rappeler qu'il est mon chef. On a dit qu'il est le chef, il doit me remplacer. Mais il a une formation inachevée. Moi, je suis chirurgien général à la base. C'est pourquoi je n'ai pas assumé ça. On veut le mettre là, mais il n'est pas chirurgien général. Parce que pour assumer ça, les problèmes de chirurgie générale sont plus importants que les problèmes de chirurgie orthopédique. Et j'espérais compléter sa formation pendant qu'il est là depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, il est dans des conflits terribles. Il m'affronte. Un bébé que j'ai pris au lit. C'est ça le système, c'est lui qu'on promeut pour me remplacer. Il n'est donc pas techniquement et scientifiquement à la hauteur. Voilà un type, même ses articles scientifiques, pour passer l'agrégation. Je prends ici tout Dakar. C'est ces articles qu'il a là. Les meilleurs articles sont écrits de ma main. Voilà le système. On prend donc un type qui a une formation, qui est diplômé, d'accord, agrégé, d'accord, professeur, d'accord, mais formation pratique incomplète. Il est le superviseur. Lui a dit la semaine dernière dans une réunion, dans cette réunion-là, regarde donc, moi j'ai fait là-bas 6 ans, tu as entendu un bruit, te voilà, on t'a nommé. Regarde comment tu as empêtré. Va donc sortir, il faudra, de cette affaire. Formation incomplète. Est-ce que vous comprenez? C'est là fondamentalement. Nous sommes dans un pays où on n'attend même pas que les gens complètent leur formation avant le nom. Mais surtout quand on le nomme. Est-ce que l'État a dit que quand il t'a nommé, de venir me combattre, de venir m'apprendre la pédagogie avec laquelle je t'ai formé? D'accord, pour revenir sur les faits. Ouais. Pour revenir maintenant sur les faits, je dis donc que, eh bien, dans cette affaire, la première faute de l'hôpital, c'est l'incapacité de convaincre le malade de rester. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'hôpital n'a pas convaincu, il est rentré chez lui. OK? Maintenant, deuxième faute de l'hôpital. Quand il revient maintenant, on l'opère. C'est sûr que le chirurgien qui a opéré connaît ses leçons. Il a fait ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on opère ce genre d'abdomen, ce genre de péritonite. Ça s'appelle la péritonite stercorale par perforation du gros intestin. Qu'est-ce que la péritonite stercorale signifie? La péritonite stercorale signifie que l'abdomen s'est infecté par les germes qui sont dans le gros intestin. Et les germes du gros intestin sont importants parce qu'ils sont trop virulents. En fait, c'est les germes qu'il y a dans la selle. Ce que nous appelons en français facile les caca. C'est trop sale. Ils sont dangereux. Il faut les tenir d'une certaine manière.
On peut laver le côlon, suturer tout, mais lorsqu'on ne peut pas, on doit mettre à la peau. C'est ça qu'il a fait. Mais ça demande de l'expérience, ça demande un chirurgien mature. Donc le pauvre jeune chirurgien qu'on cite là, il a fait ce qu'il peut. C'est comme si vous dites qu'il y a la guerre, il y a un front difficile, un ennemi difficile, vous envoyez les lieutenants. C'est un lieutenant. Le superviseur là, cet agrégé là, lui c'est un colonel. C'est lui qui devait aller là-bas. Fouda lui-même, c'est un général. Il est où? Pourquoi on ne le voit que lorsqu'il faut écrire? À l'époque, Obono interpellait. Mais en même temps, vous dites que le lieutenant, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est son niveau. Vous ne pouvez rien faire. Ce qu'on attend d'un lieutenant, c'est qu'un, il connaît ses leçons. Deux, il connaît les principes et il peut ouvrir un ventre. Mais décider là-bas, faire tout ce qu'il faut là-bas, d'accord, pour faire le diagnostic de tous les problèmes, il n'a pas pu. Parce que l'infection dont le directeur parle, ça s'appelle, d'abord, non pas le bon nom, ça s'appelle la fasciite nécrosante ou la cellulite nécrosante. C'est comme ça que ça s'appelle. Et au cours de cette infection, qui est arrivée 4 jours après la plaie, parce que c'est le 14, en fait, elle a commencé vers le 12. Et l'infection qu'on voit le 17, à l'opération du 14, il y avait déjà les premiers signes. Il est très probable qu'il y a les premiers signes. Et si vous regardez bien la peau, vous voyez des placards blanchards. Ces placards blanchards étaient d'abord noirs, c'est quand on a enlevé que c'est blanc. D'accord? Donc la peau s'est nécrosée effectivement, parce qu'elle a fait une cellulite ou une fasciite nécrosante. Simplement, elle est évidente vers le 17. Mais déjà le 14, il y avait les premiers signes. Simplement, comme c'est rare, cette fasciite-là, on la voit chez nous, notre maladie en orthopédie. Elle est très fréquente dans les jambes. On va à peu près 2 par mois. Pour un hôpital qui a une forte capacité. Oui, comme l'hôpital central, c'est 2 par mois. Mais dans les jambes, et les chirurgiens généraux n'ont pas le temps de bien connaître. Et ce jeune chirurgien était chirurgien général. Donc, pour qu'il voie les premiers signes, c'était difficile pour lui. Il n'a pas assez d'expérience. Dans ces conditions, la responsabilité revient à 2 personnes. À celui qui s'est dit lui-même le superviseur, le chirurgien superviseur des urgences, M. Handy, mon agrégé, incomplètement formé, mais mis sur ma tête, c'est lui. Et Fouda, le général. C'est le colonel et le général qui doivent assumer cette affaire. Parce qu'on veut maintenant embarquer les infirmières, les résidents qui sont en formation et les jeunes lieutenants. C'est des bébés. Quand moi je suis là-bas, parce que vous avez nommé Biwole, moi quand on me nomme là, c'est son père qui me nomme. Il amène mon dossier sur l'Angola. En octobre 2004, pourquoi on me nomme là-bas? Vous connaissez mon CV? Je vous rappelle mon CV, monsieur, à cette époque-là. Eh bien, je suis chirurgien général déjà. Je suis chirurgien orthopédiste, en plus. Et j'ai fait 4 universités. 2 fois l'université de Genève. J'ai fait l'université de Tours. J'ai fait l'université de Yaoundé. J'ai fait l'université de Berne. Moi seul. Je suis surdiplômé. Je suis surqualifié. J'ai de la bouteille. Vous voulez que... Mais là, je ne sais pas s'il est sorti du pays déjà. Pourquoi vous parlez de cet enfant-là? Il ne faut pas dire que c'est lui. Ni lui, ni les autres. Ils sont des simples exécutants. C'est le colonel ou le général qui doivent assumer. Il y a beaucoup de manquements et les manquements, c'est eux qui les ont causés. Bon, maintenant, dans la version, on l'a plus ou moins écouté tout à l'heure, de l'hôpital central, il n'y a que ce départ à la maison quand même aurait pu compliquer ou alors contribuer à compliquer l'état du patient. Non, ce n'est pas le départ, c'est l'évolution. C'est-à-dire que ce côlon, il est perforé depuis le premier jour, mais peut être perforé incomplètement. Okay. Il peut aussi être perforé, on va dire petitement, c'est-à-dire que le trou est petit. C'est pourquoi la conduite à tenir là, c'était d'ordonner de l'hospitaliser absolument. Ça a été fait. Mais on ne l'hospitalise pas pour le voir chaque jour. On l'hospitalise pour le voir chaque heure, M. Dipita. Pourquoi on doit le voir chaque heure?
L'infirmière doit prendre la tension, le pouls et la température chaque heure. Parce que l'une des complications, c'est que si c'est la rate qui est blessée, elle va saigner. Si c'est la queue du pancréas, elle va saigner. Et si ça saigne, la tension chute, on va voir. Et c'est une indication opératoire. Si ce n'est pas ça, si c'est un viscère qui est creux et donc qui a la selle, comme le côlon, le ventre va s'infecter. Et quand le ventre va s'infecter, il va faire mal. Quand on va toucher, on voit. C'est pourquoi on examine chaque heure. Et donc, examiner chaque heure, le superviseur au courant, le directeur au courant, parce que dans l'affaire, il est le chirurgien. Il est un directeur chirurgien. Il doit assumer. Et donc, le malade examiné chaque heure, on allait voir que c'est en train de s'enflammer. Et si on l'opérait donc à temps, c'est-à-dire que le 11 ou le 12, les chances que l'infection soit sur la paroi auraient été moindres. On n'aurait pas eu l'avalanche des complications. Alors, ça, c'est en prenant l'hypothèse de la version du directeur, souvent que la version est vraie. Okay? Donc, sa version le condamne à l'absolu. Aucun chirurgien de la terre ne peut accepter que tu laisses rentrer à la maison une plaie par arme blanche de la fosse lombaire gauche. Parce que ça signifie que il faut que tu clarifies où ça en est avec le rein, l'urétère, où ça en est avec la queue du pancréas, où ça en est avec la base de la rate et où ça en est avec l'angle colique gauche. Donc, au regard quand même de l'état de ce corps tel que présenté en nos reporters à Yaoundé, vous savez qu'il y a eu l'une des versions qui martelait qu'en fait il s'agissait d'un trafic d'organes. Alors, là également, moi j'ai eu face à face ce matin M. Tchogo le père. D'accord. Et j'ai lu la plainte que son épouse a déposée. Ils ont 2 plaintes dans leur conclusion. Ils concluent qu'il y a eu des malversations, des dysfonctionnements dans la gestion de leurs malades. Ils concluent qu'il y a eu des délabrements. C'est-à-dire? C'est des mutilations. D'accord. Et c'est de ça qu'ils se plaignent. Mais la question du trafic d'organes est importante parce que c'est surtout l'opinion et les journalistes qui l'ont mise en exergue. Bon, vous permettez qu'on prenne peut-être le deuxième reportage et on poursuit puisqu'on passe dans une autre étape de l'émission. Okay. Je suggère à présent qu'on regarde cet autre élément qui revient sur un fait à Yaoundé cette semaine. Le conseil tenu ou présidé par le ministre de la Santé publique concernant un certain nombre de secteurs des personnels du ministère de la Santé, donc les personnels sanitaires. Nos reporters à Yaoundé font le point. Le 23e conseil de direction des écoles de formation des personnels infirmiers, sages-femmes et médico-sanitaires présidé par le ministre de la Santé publique à Yaoundé a débouché sur une kyrielle de résolutions. D'abord, les nouveaux curricula et programmes d'enseignement pour le compte de la rentrée académique 2021-2022 ont été validés au cours des travaux. Dans le fonctionnement comme réforme, la moyenne de passage à la certification passe à 12 sur 20 à condition d'obtenir la moyenne de 10 sur 20. Au moins dans chaque domaine, la validation de la soutenance est une condition à remplir pour être présenté à l'examen de certification. En cas d'échec à la certification, la note de soutenance de l'année numéro 1 est reconduite. Pour booster les performances des écoles, les membres du conseil ont décidé de former les directeurs et régisseurs sur les nouvelles méthodes de gestion, de mettre sur pied un groupe de travail MINFI, MINSanté, chargé de mener la réflexion sur la gestion des responsables provenant des écoles de formation, de construire et équiper des laboratoires de compétences au niveau des écoles, d'initier une rencontre entre les différents départements ministériels impliqués dans la formation des personnels de santé afin de faire la lumière sur le champ de compétences de chacun. Aussi, il sera mis sur pied un groupe de travail qui se penchera sur la classification professionnelle des personnels de santé. Enfin, le Conseil a recommandé l'organisation prochaine des descentes dans les écoles afin de faire une évaluation pédagogique, laquelle évaluation sera focalisée, entre autres, sur la couverture des programmes, le contenu des enseignements et le respect des quotas horaires d'enseignement. L'hôpital général, et on en parlait sur cette question d'organes, trafic d'organes, qui à un moment donné a été évoquée dans le cadre de cette affaire. Alors, la question du trafic d'organes, il faut s'y intéresser parce que, quelle que soit l'issue
il faut savoir que c'est un problème mondial. Le problème est tellement important dans le monde que les Européens ont créé un comité d'expertise pour ça, en association avec les Nations Unies. Et cette question, cette affaire doit être clarifiée. Moi, je félicite la famille et les journalistes qui ont ouvert ce pan. Pour deux raisons. Parce qu'il y a deux hypothèses. On ne sait pas encore si c'est vrai qu'il y a eu extraction d'organes. Maintenant, quand on va faire l'autopsie, on va savoir. Et si c'est vrai, ben, on va sanctionner et on va prendre des mesures pour que ça ne continue pas. Si c'est faux, on va prendre des mesures pour que ça n'ait pas lieu dans le futur. Dans les deux cas, c'est une bonne chose, c'est une opportunité pour ouvrir l'affaire aujourd'hui au Cameroun. OK? Voilà. Maintenant, comment savoir la vérité? Moi, j'ai conseillé à M. Tchogo aujourd'hui de mettre la pression pour l'autopsie qui devait avoir lieu hier. On l'a appelé, il a dit à 18h54, il a déclaré qu'il ne peut pas venir faire l'autopsie la nuit. Et j'ai dit ici au docteur Zoa qu'il a suivi lui-même, celui que le ministre a nommé. L'État a fait ses pas. Hein. L'État est allé voir la famille, l'État a fait venir le procureur et la police, l'État a mis la commission en marche. Et c'est le docteur Zoa de faire cette autopsie. Il a assumé l'inspecteur général. Et il ne faut pas qu'il tourne autour. Les histoires ont déjà commencé qu'il a convoqué les gens hier à 18h54. Il doit faire cette autopsie en plein jour devant témoin, devant le médecin que la famille va choisir pour être là-bas. Et j'ai dit à ce monsieur qu'il ne faut pas, parce qu'à Boya-Mana, ça a commencé à dire que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. On connaît les organes que les gens cherchent. Les gens cherchent les cœurs, les gens cherchent les poumons, les gens cherchent les foies, les gens cherchent les reins. Hein? Et peut-être on va dire les organes sexuels. On connaît tout ça. Et ces organes, tout le monde les connaît. J'ai dit à M. Tchogo que si vous ne les connaissez pas, vous allez acheter un singe à la gare, vous dépecez le singe, vous prenez les organes là, vous mettez au frigo. Le jour où vous allez faire tout, vous allez comparer. Mais je lui ajoute que ce soir, que vous pouvez s'y regarder les images sur Internet, les imprimer. D'accord? Tout le monde sait. Je crois qu'au complémentaire, on fait quand même l'appareil circulatoire. Après, on fait l'appareil l'appareil urinaire, non? Urogénital, ok? Après, on fait l'appareil. Tout le monde qui a le CP ou bien qui a atteint le commandeur connaît les organes. Ok? Donc, on va enlever ça organe par organe. On atteste. Monsieur, il doit noter les organes qu'il cherche. D'accord? Si on trouve, il dit oui. Si on ne trouve pas, il dit on n'a pas trouvé. Et votre collègue Bruno a estimé que, m'a demandé comment on va faire si entre-temps les gens remettent les organes. Mais si les gens remettent les organes, on va voir que ça a été coupé. S'ils ont recousu, on va voir la couture. Ils vont nous dire qui a suturé le rein là. Pourquoi il y a les fils. Ok? Donc là, s'ils ont enlevé, ils n'ont aucune chance. L'autopsie va les dénoncer. Et l'État doit aller jusqu'au bout avec la procédure pour clarifier l'affaire, afin qu'on arrive aux deux conclusions. Soit les organes étaient enlevés et alors on sanctionne sévèrement ceux qui les ont enlevés après la justice, et puis on émet les procédures pour que ça ne se passe pas. Si ça n'a pas été enlevé, eh bien, la famille devra s'excuser parce qu'elle a entraîné la suspicion. Hein? Parce qu'il n'y a pas que les médecins et le corps médical qui doivent s'excuser quand il a fait faux. Même les familles doivent s'excuser. Et dans ce cas, on prend les mesures pour que ça n'arrive pas. Et ces mesures, l'une de ces mesures phares, c'est donc la bonne communication médicale qui pose un problème d'hôpital. Pourquoi? Parce que la seule façon de faire la bonne communication médicale aujourd'hui, ça s'apprend que dans le tas. Pourquoi? Parce que dans les 7 ans des études de médecine et même dans les 5 ans des études de spécialité, en aucun moment, il y a une matière qu'on appelle communication. C'est donc la communication, ça prend donc de maître à élève dans un rapport de mentorat. OK? Et lorsque ce mentorat est pourri par les conflits, parce que c'est ça aussi le système, hein? Ce que l'hôpital central fait, c'est qu'il monte les élèves, mais sur la tête de leur maître. Et ce n'est pas acceptable. OK? Y compris la faculté, parce que Zéminkande le fait aussi. Hein? Il lui dit que les coordonnateurs, elle lui dit que les coordonnateurs, il vient s'asseoir pelé et tendu, il veut m'apprendre la pédagogie avec laquelle je l'ai formé.
C'est inadmissible. En tout cas, je l'ai conduit et heureusement que Gustave Tiagadiguité, là, qui est un collègue d'âge, un collègue d'armes, qui a insisté pour qu'il sorte. Il dit, je veux parler avec un type comme ça que j'ai pris au berceau, qui n'a pas fini sa formation et qui veut monter sur ma tête. Moi, je ne peux pas accepter cela. D'accord, prof. Ouais. Quelles leçons donc à retenir de ces cas-là, de cette situation précisément? Est-ce qu'on peut faire, vous avez cité un certain nombre de défaillances tout à l'heure, vous vous souvenez de cette autre affaire, l'affaire Komatekel, là également où on avait relevé un certain nombre de défaillances ici à l'hôpital de la cantine de Douala, aussi bien de la part de peut-être de la famille ou de l'hôpital. Est-ce qu'on a retenu déjà les leçons de cette affaire précédente? Est-ce que vous avez le sentiment que celle qui est en cours, on a déjà cerné tous les contours afin qu'on retienne mieux les leçons, évidemment pour que la société en bénéficie? La médecine va très mal au Cameroun actuellement. Et ce que je peux dire, moi, mon expérience, ce que ça a ramené, en comparant à ce qui se passe dans le monde, pour résoudre tous ces problèmes, il faut bien organiser la médecine. Et le principe fondamental pour bien organiser l'exercice de la médecine, c'est qu'il faut qu'on comprenne que c'est un métier, c'est une profession dont la formation ne se limite pas, comme j'ai vu tout à l'heure, dans les écoles. C'est une formation où Einstein lui-même disait, sa copie, c'est que Albert Einstein a dit, c'est que la vraie connaissance, c'est l'expérience. Le reste, c'est l'information. Ce que les gens, quand ils sortent de l'école, c'est pourquoi nos deux bonnes écoles, les deux bonnes écoles de médecine qu'on a au Cameroun, en termes de spécialité, c'est la pédiatrie et la gynécologie. Et si vous regardez bien les pédiatres, Tétania à la retraite avec Kago, avec Pierre-Fernand Chocote, Obama un ministre avec Koki. Mais les 5 là continuent à hanter les pédiatres. Moi, j'en dirige les pédiatres. Je dirige une ONG. Je suis le conseiller médical d'une ONG qui a 2 hôpitaux à Douala, 2 à Yaoundé et 10 dans la République. Je vous assure que j'utilise des pédiatres avec le prêtre. Ok? Ça monte, ça descend avec les pédiatres. Vous retrouvez Tétania Obama derrière avec Chocote et Pierre-Fernand. C'est-à-dire que la formation est continue dans la durée. La formation est longue. Si vous voulez, l'école donne à peine 30 à 50% du savoir-faire. D'accord? Quand vous acculez bien un pédiatre, il finit par me dire que voilà ce que le professeur Tétania a dit. OK? Quand vous acculez un gynécologue, il vous ramène sur l'EKE. D'accord? Hein? Ou sur l'EKE ou sur NASA. C'est-à-dire que les vieux maîtres restent les maîtres. Parce que la médecine est tellement difficile à connaître et à exercer, et que le parcours qui y a après la diplomation est long. C'est une erreur grave que le pays veut larguer les aînés. Sauf ceux qui posent des problèmes, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas un groupe parfait sur la terre des hommes. Il y a toujours quelques brebis galeuses, première chose. Nous, les maîtres, nous ne sommes pas toujours parfaits. Et que, à l'inverse, on peut même trouver des jeunes plus précoces qui veulent s'émanciper et développer. On a vu ça. Par exemple, c'est le modèle Kassia Do Anderson. Quand NASA part, le grand maître, Do Anderson, moi j'ai vu Kassia. Professeur Kassia qui est au Krassia. Oui, j'ai vu, moi j'étais un bébé. Je vois Kassia quand Kassia sort. Okay? Quand Kassia sort, Do est déjà assistant au chargé de cours de NASA. Et donc, quand Kassia sort et devient gynécologue, si vous voulez, Do est son patron, mais il est trop vieux pour Do. Ça coince. Et c'est comme Mouna, je ne sais pas si c'est Mouna ou Metouga, l'hôpital général, fait, il donne un service à Kassia. Et c'est là que Kassia commence donc à développer son endoscopie et sa fécondation in vitro. Aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. Je ne dis pas que c'est parfait, il y a des problèmes là-bas. OK? Mais c'est moi, c'est une référence. Donc, l'État profite d'un conflit d'émancipation entre 2 générations. OK? Et crée un créneau au nouveau rejeton. Il se développe. Ça se passe aussi comme ça à peu près entre ce même Kassia et Mboudou. D'accord? Mboudou se détache, hein? Et quand Do part, regardez ce qu'il est devenu. Donc on ne dit pas que dans l'évolution des jeunes pousses, il y a 2 modèles fondamentaux.
Quand un jeune puce est vraiment brillant, hein, je pense que l'État peut organiser pour qu'on le laisse respirer quand il atteint un niveau où il veut s'émanciper, pour qu'il développe. Okay? Parce qu'il apporte souvent une nouvelle chose. Par exemple, Kassia apporte l'endoscopie. Hein? On ne sait pas pourquoi. Peut-être que d'autres ne voulaient pas ça. Parce qu'il aimait opérer les cancers, on connaît les dadas. OK? Bon, mais de toute façon, l'État a bien exploité ce conflit et Kassia a développé. Et aujourd'hui, on ne regrette pas ça. OK? La même chose. Et donc, le problème, c'est quoi? L'autre modèle. Le modèle est un modèle faux. C'est-à-dire qu'il y a un jeune pouce qui est un type moyen, ne peut pas évoluer seul. On le prend, on le met sur la tête, alors que lui, il doit attendre la succession ou bien que le patron l'accompagne pour créer. C'est différent du premier jeune pouce qui, lui, a un génie presque naturel. D'accord. Vous voulez, il faut le laisser s'épanouir, c'est parce qu'il va effectivement s'épanouir. C'est l'État qui doit gérer ça. Mais ce qui est faux, c'est de prendre un type moyen qui a une formation incomplète, lui donne les responsabilités et regarde ce que ça donne. Ça coince complètement. Alors, donc il faut organiser la profession avec les règles qui sont à l'intérieur. On ne gère pas la carrière des médecins comme la préfectorale. D'accord. Il y a quand même un autre volet de cette question qui est posée. J'ai failli me dire un conflit entre le volet moral de la question des organes et le volet scientifique. J'ai discuté avec un médecin qui me dit, voyez-vous, des hommes meurent, des personnes meurent et partent avec leurs organes. Pendant que d'autres sont en vie, mais ils en ont besoin. Des insuffisants rénaux, des problèmes de cœur, des problèmes. Seulement dans certaines traditions, dans la religion et bien d'autres corps sociaux, cette question paraît comme une question véritablement morale. Doit-on prendre des organes à ceux-là qui s'en vont, sachant évidemment que si tant il est vrai que c'est Dieu qui donne la vie, mais si on est convaincu effectivement qu'on peut sauver d'autres vies, cette question est quand même fondamentale. Mais je vous laisse répondre après cet autre reportage qui va nous parler un peu de cet autre sujet, mais toujours dans le volet santé. On reparle Covid avec ce variant Delta qui, selon des statistiques récentes, indique que la pandémie reprend de l'envol dans notre pays. Reportage. Coronavirus infections have spiked in Cameroon, with the highly contagious Delta variant spreading to more cities. In a note dated August 10, 2021, the health minister affirmed 14 cases of the Delta variant were detected between May and July 2021 in the cities of Douala and Yaoundé. And 18 carriers of the same variant tested positive in the center, east, far north and northwest regions. Statistics which are still to convince Cameroonians of the existing pandemic. Here in Douala, economic capital of the country, barrier measures are continuously being flouted by individuals. Walking across the street, one can hardly spot someone with their mask on, as people get to interact freely without even adhering to social distancing. Very few still own a mask, as some public enterprises still oblige the wearing of face masks. However, not every association abides by this, as most supermarkets, stores, playgrounds no longer require these face shields as entry pass. In public transport, the same scenario repeats itself. The different hand wash posts established at the start of the pandemic are now a shadow of themselves. Despite efforts by authorities here in Douala to educate and sensitize the population on the pandemic and the need to respect barrier measures, many still choose to ignore the adverse effects of the COVID-19, refuting its existence in Cameroon. The government is now banking on vaccination as a shield against the now third wave of contamination. Cameroon has recorded more than 92,000 positive cases of the coronavirus pandemic, over 1,400 deaths,
and about 80,000 recoveries. The more than 92,000 cases recorded stems from the English Alpha variant, the South African Beta variant, the Indian Delta variant, not leaving out the Eta variant. Professeur Jean Baïbek, l'invité de ce dimanche, nous reviendrons grandement sur cette situation de mutilation présumée à l'hôpital central de Douala. Alors, prof, avant ce reportage, je vous demandais, et là je parle davantage aux scientifiques, et même peut-être à l'homme politique, sur cette question, ce conflit, j'ai failli dire, entre les us et coutumes, donc sur le plan moral, et cette, je veux dire, doléance, cette volonté scientifique qui plaide davantage pour la préservation de la vie. Qu'en direz-vous? Alors, il faut d'abord dire ce qui se passe dans le monde, l'histoire de ça. D'accord. On cherche, les Européens cherchent les organes pour remplacer les organes chez des personnes plus ou moins âgées dont les organes sont devenus insuffisants. Je dis n'importe quoi, les deux reins ne fonctionnent plus bien. Il ne peut plus bien faire pipi. Et on cherche un rein neuf pour lui donner. On va le prendre en général, c'est un jeune mort d'accident. Et là, il y a deux modèles. Le modèle où la société a élaboré un système où chaque citoyen vivant signe quelque part que si je meurs, je suis d'accord par accident qu'on prenne mes organes pour donner à un donneur. Il y a ce modèle-là. Donc il y a la liberté. Le citoyen jeune peut le dire ou ne pas le dire. S'il ne l'a pas dit, on ne prend pas. L'autre modèle, la loi a dit que si tu meurs, on ne discute pas avec toi par accident. On prend tous tes organes, on distribue. OK? Aux dernières nouvelles, sous réserve que les lois ont changé, les deux modèles, c'était, le premier modèle était le modèle français, le deuxième modèle était le modèle belge. Mais malgré cela, parce que les demandeurs sont plus nombreux que les donneurs, vous comprenez? C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. Il y a 100 personnes qui veulent chacun un rein, mais par an, il n'y a que 30 morts, et les 30 morts donnent 60 reins. Donc, il y a un déficit de 40 reins. C'est ça qui a créé le trafic là-bas. Et donc, le type que lui a son argent, il a, je dis n'importe quoi, 60 ans, il veut un rein ou 55 ans. Il voit que sa coin n'arrive pas avant, il n'est pas dans les 60. Il trouve dans le moyen d'aller dans un autre pays ou d'envoyer chercher les reins et les bandits, la mafia, va donc à tuer les gens pour chercher les reins, parfois en Inde, parfois en Chine, parfois en Afrique. Donc là-bas aussi, il y a le trafic des organes. Nous, on n'est ni dans le premier cas, ni dans le deuxième. On n'a aucune loi. Nous ne faisons pas les transplantations d'organes. Donc tout ce qui est prise d'organes chez nous est nécessairement trafic. Parce que nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. OK? Mais c'est bien que les Camerounais le sachent parce que le débat va s'ouvrir. Ça va arriver lorsqu'on aura, en particulier au sein des familles. La dernière fois que j'ai vu ça dans une famille, il était question de donneurs vivants. Où une maman souffrait beaucoup, une famille très proche de moi. Hein. Une famille épiciste très proche. La maman souffrait beaucoup. Et puis un de ses enfants a dit que est-ce que je peux lui donner mon rein? Il n'avait plus. La dialyse, on était épuisé par la dialyse. L'enfant a dit qu'il donne le rein. La maman a refusé jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle dit que je ne peux pas prendre le rein de mon enfant pour vivre. Je préfère mourir pour que mon enfant soit en excellente santé. Ça a posé un problème. OK? Mais ça n'a rien à voir. Il y a donc les problèmes moraux, éthiques à part. D'accord. Et il y a le problème de trafic à part, qui est un problème de banditisme. En bande organisée, plus ou moins par des fonctionnaires ou certaines brebis galeuses du corps médical. C'est un problème différent. Voilà ce que je peux dire. Et justement, parlant de ces cas de trafic d'organes au Cameroun, comment ça se présente? Quels sont les schémas éventuellement? Alors, il y a Bessala qui a expliqué le matin que lui, il a même vu des avions qui atterrissaient quelque part au nord. On attrapait des enfants qui passaient, on les dépêchait, on prenait leurs organes. Bessala a dit ça le matin à Vision, car regarde l'émission. Lui l'a vu. Mais ce que moi je peux vous dire, sans doute parce qu'on me présume des dénonciations, et je vous garantis que on ne peut pas faire ça là où je suis.
Parce que si vous faites la première chose, si je vous rate, je vais vous dénoncer. Mais je ne suis même pas sûr que je vais arrêter qu'à la dénonciation. Je vais vous poursuivre. Question de principe. Je ne peux pas accepter ça. OK? Je ne l'ai pas accepté par le passé. Je ne l'accepterai pas dans l'avenir pour qu'on fasse du trafic. C'est peut-être pourquoi, si ça existe dans les hôpitaux, hein, moi, je n'ai pas été au courant. OK? On se débrouille. Les gens savent à quel point je suis passionné et déterminé. Quand ils veulent faire des coups, hein, que je vais dénoncer, ils font quand je ne suis pas là. Ils font la nuit. Même les trafics dans les examens là, qu'on a fait quand on me suspendait, faire les soutenir, on fait la nuit. On fait quand je ne suis pas là. On monte les jurys la nuit. Tous les coups bas, on sait que moi je vais dénoncer. D'accord. Donc je suis peu au courant à cause de ça, ou grâce à ça, je ne sais pas. Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, cette semaine a donc été marquée par le 1er octobre, début du mois, une date symbolique. En ce qu'en 1961, elle a marqué l'histoire du Cameroun. Mais seulement depuis 1996, cette histoire est grandement est fortement perturbée par ces revendications séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, revendications qui fatalement ont abouti à la prise d'armes par des civils. Et en face, on observe que l'armée essaie de réagir. D'ailleurs, nous avons pu regarder cette semaine le déploiement de certaines troupes militaires dans la zone. Suivez plutôt. As the Northwest region is becoming an epicenter of separatist atrocities, the defense military has over the weekend deployed more additional troops to the region in order to protect the territorial integrity of the nation, as well as guarantee the security of all law-abiding persons and their property in conformity. The armed forces deployed to restore peace and protect Cameroon's national integrity, threatened by separatist militias in the Northwest region, are determined in their mission of eradicating violence in the two English-speaking regions of Cameroon. The stationing of these soldiers is coming at a time when several military officers have continued to be victims of separatist attacks and ambushed, as many have been brutally killed, severely injured, kidnapped, and even forced to disassociate themselves from the Cameroonian government. The separatist fighters, who are now increasingly equipped with sophisticated weaponry, are receiving external human and material support, have imposed a 3-week ghost town in the two Anglophone regions ahead of October 1. The decision by the unknown individuals prohibits circulation of persons and vehicles, and if anyone is caught going against their order, will face the consequences. According to the defense military, their order is impeding the reconstruction process, and thus the setting out of the military will enable the government push on. It should be noted that after the killing of at least 15 military men in Bamesin, a locality in the Northwest region, the Defense Minister Joseph Beti Asomo visited the region, where he had an in-depth assessment of the security situation in the two Anglophone regions. He said that the recent bloody, a treacherous attack signals a new paradigm which warrants a change of approach. Peut-être dire un mot à ce sujet-là, le temps peut-être de terminer cette question sanitaire autour du scandale qu'on a observé à l'hôpital central de Yaoundé. N'empêche, Jean Baïbek, que vous dites néanmoins qu'il y a des formes de dons d'organes. J'ai dit des formes non conventionnelles, des formes traditionnelles. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous le concevez? Comment est-ce que vous l'observez? Non, il y a des ethnies au Cameroun que, par exemple, font le culte du crâne. Ce n'est pas un trafic, c'est connu. Comment on va faire? C'est donc défini que cette personne mérite qu'on lui fasse un culte. On organise une procédure et on retire son crâne qu'on met quelque part. Ce n'est pas du trafic. Ça, c'est comme si on a... Le trafic, c'est lorsque c'est clandestin, lorsqu'on cache. Lorsque ce n'est pas normé. OK? Or, dans ce cas, c'est normé par la micro-société. On va seulement dire que c'est l'une des situations où on extrait une partie humaine pour aller faire. Les autres trafics, le trafic des organes au Cameroun, en dehors de la situation où, comme a dit Bessala, un aéronef vient dans une brousse au nord, machin, on tue un enfant, on dépèce, en réalité, on s'en va faire cette transplantation-là dans un pays qui fait comme le Nigeria, le Kenya.
Donc, c'est à but humain. Mais ça reste un trafic parce que ce n'est pas légal. Il y a aussi le trafic d'organes, si vous voulez, pour des buts, on va dire rituels. Pas rituels vraiment, mais bizarres. C'est-à-dire c'est pour faire la sorcellerie, pour avoir les postes, pour avoir carrière. Un certain Alain Mimbou dit, il veut lui dire que c'est impossible. Mais on lui dit ça, il lui dit, Alain Mimbou pense qu'il va comprendre que c'est impossible, le client. Mais lui ne comprend pas que c'est impossible. On voulait lui dire que c'est impossible. Il croit que le corps humain qu'on lui a demandé là, ça va le sauver. Et oui, pas que le corps humain va faire à ce qu'il devienne ministre. Il part donc dans une morgue. Il donne l'argent à un morguier. OK? Et le morguier, bon, plus ou moins, peut-être les docteurs aussi, je ne sais pas. Mais je veux dire, ce que je dois dire à la population, c'est que je ne pense pas que le corps médical soit truffé des brebis galeuses. Je pense que les brebis galeuses sont rares. Et que vous ne devez pas vous briller avec vos infirmiers, avec vos docteurs, avec vos doctoresses, parce que quelques-uns sont mauvais. Le corps des médecins et des infirmières est comme tous les autres corps. On peut avoir des mauvaises personnes, des personnes diaboliques. Le problème, c'est que nous tous ensemble, vous, le peuple et le corps médical, nous dénoncions ces personnes-là. Et pour qu'on assainisse le milieu. Mais on ne doit pas se séparer. Moi, je ne veux pas être... J'ai demandé, j'ai dit le matin qu'on ne peut pas être contre notre peuple. Parce que c'est notre peuple qui est notre raison d'être. D'abord, sur le plan idéologique déjà. OK? Mais même sur le plan commercial. OK? Quand on est installé en privé, ce n'est pas nos clients. Est-ce que le simple commerçant là dehors ne dit pas que le client est roi? Pourquoi le commerçant qui vend, je dis n'importe quoi, les lunettes ou les téléphones, dit que le client est roi? Nous, on veut dire que nos clients, nos malades ne sont pas rois, ils sont nos esclaves, sont nos ennemis. Même commercialement, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on fasse la paix. Et c'est pourquoi on doit faire cette autopsie. On clarifie. Si la famille a exagéré, et même on comprend, c'est la colère du fait qu'ils sont arrivés à 17h, c'était à 19h le premier jour qu'on a pris en charge, dont on les a fait traîner. On a donné les factures, on a mis l'argent dans les poches, on ne leur a pas donné les reçus. On leur a dit qu'on hospitalise, on ne les a pas hospitalisés, on les a chassés. Après ça, ils sont revenus, on a dit qu'on opère et on a donné encore les factures. Après, quand on a payé la deuxième fois, bon, on ne leur a pas expliqué pourquoi. Après, quand on dit à la mort qu'ils veulent voir le corps avant qu'on habille, on leur a refusé de voir le corps. OK? Il y a un certain nombre de fautes qui ont entraîné un énervement. Hein? Et cet énervement a été un mal interprété. Ils ont pensé qu'on voulait cacher un trafic d'organes. Je dis, ça c'est le raisonnement qu'on va retenir si l'autopsie prouve qu'il n'y a pas d'organes. Il n'y a pas absence d'organes. Que les parents, il y a eu une série de fautes. La série de fautes a créé l'énervement légitime des familles. Et la famille très énervée a interprété que ces mécontentements, ces actes qu'on a posés étaient exprès parce qu'on voulait extraire les organes à tort. Dans le cas où c'est vrai qu'on a extrait donc les organes, c'est-à-dire que si par exemple on va là-bas, on trouve qu'un rein manque, ou bien le corps manque, ça veut dire que la famille a raison. Tout ce qu'on faisait là, c'était leur brouiller les yeux. C'est pourquoi le docteur Zoa a une responsabilité énorme et il faut qu'il assume. S'il ne peut pas l'assumer, il dit. D'accord. D'accord? Parce qu'un autre docteur peut l'assumer. D'accord. S'il ne peut pas, il se retire. Il est libre. Il peut dire au ministre que moi, je ne peux pas. Qu'on nomme une autre personne, d'accord? Mais on ne doit pas jouer dans cette affaire. L'avenir de notre rapport avec la population dépend des résultats de cette autopsie. D'accord. Reparlons de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Reparlons d'ailleurs de cette date du 1er octobre. À l'occasion, on a pu observer que les villes ou certaines localités de ces zones-là ont observé, comme c'est souvent le cas depuis 4 ans ou 5 ans, 96, les opérations Ghost Town, des villes mortes imposées par les séparatistes. Suivez plutôt.
Streets in Kumba have been quite empty this Friday, October 1, 2021, the day separatist fighters regard as their Independent Day. Being a special day to them, the separatist fighters have dared anyone who goes out to carry out any activity on this day and face the consequences. Given that in the past, such a day witnessed a bloodbath, many people prefer to sit at home for fear of the unknown. Both government and private offices were closed, as well as business places. Circulation has been halted, and the streets are completely deserted. For over 3 weeks now, the town of Kumba has been on a sit-at-home strike, fondly referred to as Ghost Town, imposed by separatist fighters since September 15, 2021. It is worth recalling that October 1 for Independent Day celebration has not been new in the two English-speaking regions of Cameroon even before the crisis, but more often than not, it has been severely clamped down by powers that be with perpetrators arrested and imprisoned. Today, it is an open secret with conflicting historical analyses to exploit. However, with the radicalization of the crisis with human and material casualties recorded, so far there is a general outcry for the warring factions to go to the dialogue table and seek a lasting solution to the crisis, a cry which seems to be falling on deaf ears at this moment. Dans le gouvernement, ou du moins l'opinion a observé qu'il y a une forme de bilan que l'on fait du grand dialogue national. Le grand dialogue national qui, comme vous le savez, s'est tenu il y a 2 ans. Et donc, 2 ans après ce grand dialogue national, 5 ans, parce que c'est en 1996, après les premiers remous dans les zones en conflit, on observe néanmoins que les armes parlent. En commentaire. Non, je crois que dans cette affaire, le vrai problème, c'est le diagnostic historique. Ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. D'accord. Ce qui s'est passé, il faut savoir que lorsque nous allons à l'indépendance, nous avons perturbé le programme que les pères fondateurs nous ont donné. Réunification d'abord, indépendance ensuite. Mais, bien que cela, nous signons un accord à Fumban, okay, où on dit qu'on ne reviendra jamais sur la fédération. Le problème, c'est que comment on fait pour revenir dessus en 72? Ce que moi je souhaite, c'est que tout le monde comprenne d'abord ce qui se passe. C'est la plus grosse affaire du néocolonialisme, c'est-à-dire le colonialisme après les indépendances factices. Dans cette affaire, la mafia france-africaine veut contrôler le pétrole du Golfe. C'est là la cause de la crise. Et qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, elle le fait presque à moitié officielle, à moitié mafia. Quelle est la partie officielle? La partie officielle, c'est que elle pousse l'État français à dire à Ojukwu de déclarer la sécession du Biafra. Elle embarque dans l'affaire le soutien de Houphouët-Boigny et de Bernard Bongo. Le Biafra. Bernard est devenu Omar. Oui. Le Biafra qui déclenche la sécession est soutenu par la France, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Simplement l'État central, dirigé par Yacoub Gowon. Yacoub Gowon fédère, je crois, une fourchette de généraux, parmi lesquels il y avait Obasanjo et Boari. Hein. C'est eux qui arrêtent, qui gagnent la guerre de la sécession. Quand la France-Afrique a raté le pétrole du Golfe dans cette affaire, elle vient intoxiquer Ahidjo, qui maintenant revient sur les accords de Fumban, fait l'État unitaire. Donc, si Ahidjo faisait au moins l'État unitaire de façon volontaire, pour le bien du pays, on comprendrait. Mais Ahidjo fait l'État unitaire et exécute Wandé en 71, parce qu'on lui demande 2 choses. Exécuter Wandé parce que l'UPC va contester.
ok, il exécute Wandé. Parce que pour exécuter Wandé, Foucault va rester à Libreville. Et dit que ne pars pas tant que tu ne fais pas. Et quand il finit d'exécuter, Pompidou vient en visite. Moi, j'étais élève en 72. On appelait ça à l'école, on disait que Pompidou. C'est comme ça que la Pompidou en Angola. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette affaire n'est pas provoquée par les Camerounais. La crise anglophone vient de loin. Et derrière ça, ce n'est ni les ojulatistes, c'est-à-dire Aïdjo et sa bande. Ce n'est ni les nationalistes. Ce n'est ni les anglophones. Et la responsabilité de ce gouvernement, c'est que la première chose, il faut que tous les enfants comprennent d'où ça vient. Et donc, les anglophones ont le sentiment que ça se passe comme si nous voulons les ligoter pour les amener en esclavage. Si toi, on t'a pris en esclavage, un type fort te prend en esclavage, tu es un esclave chez lui, tu travailles, il ne te paye pas. Pourquoi toi, tu peux demander à ton frère obligé de venir te rejoindre? Ce n'est pas bien pour toi que lui soit libre. OK? Donc, ce que moi je peux dire dans cette affaire, ce que je vais défendre à l'UPC, je ne sais pas si ça va passer, c'est que nous devons absolument arriver à une solution. Mais pour qu'on arrive à une solution, il faut qu'on dise d'abord, on analyse, on décortique d'abord les vrais motifs. Arrêtons de dire que nos compatriotes ont tort. Reconnaissons que nous avons signé des accords le 30 octobre 61. Que nous sommes revenus dessus malgré nous, parce qu'Aïdjo était comme ça, c'était son défaut essentiel. Le 1er octobre 61. Oui. Aïdjo était comme ça. Même quand la mafia l'amène à faire quelque chose, il vient en filmer. Par exemple, sa démission. On sait que Mitterrand le convoque, le lui impose là-bas. Il vient ici, dit que j'ai décidé. Il avait décidé quoi? Aïdjo avait décidé quoi? Il est parti prendre les ordres à Paris. Germain l'a rejoint là-bas 2 jours après. Hein? Il part à Paris un jour où l'histoire dit que c'est le jour où Babette sort de l'école du CUS. Il doit faire l'anniversaire. Il abandonne la fête de la sortie. Il abandonne la fête de sortie. Parce que Mitterrand a dit que je veux te voir le Congo comme un enfant. Il part là-bas. Germain reste faire la fête. Mais elle-même, après la fête, court aussi là-bas. C'est là-bas qu'il vient avec l'ordre de démissionner. Il vient dire que j'ai décidé. Où? Tu décidais quoi? D'accord? Donc, même ça c'est en 92, 10 ans après. Donc, la décision de sa démission là, est comme la décision de l'État unitaire. Il est à l'Assemblée, et il monte, il descend, il dit qu'on va faire un État unitaire. Où? Ça ne venait pas de lui. C'était un vrai esclave, ce monsieur, du système néocolonial. Quand on a mis ça sur la table et quand on a compris comme ça, on se met donc à réfléchir comment on va faire pour résoudre le problème. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire le mauvais diagnostic historique de comment c'est arrivé. Et vouloir une bonne solution. On n'aura pas une bonne solution si on fait un mauvais diagnostic historique. Quand on fait un bon diagnostic historique, peut-être qu'on va avancer vers une solution définitive. Parce qu'il faut savoir que ce n'est qu'une étape intermédiaire. Plus loin, c'est à quoi nous préparons nos enfants. C'est le grand État, le grand État fédéral d'Afrique noire, qui aura une 50aine d'États. D'accord. Regardons des mesures jusque-là gouvernementales proposées, souvent appliquées. Êtes-vous confiant? Êtes-vous optimiste? Les mesures n'ont pas été élaborées sur un diagnostic historique objectif. D'accord. Ce qu'on a le sentiment, c'est qu'autour du chef d'État, il y a trop d'amnésiques qu'ils ont oublié. D'accord? Et une bonne dose de mauvaise foi. Ils savent, mais ils font semblant de ne pas soif. Une bonne dose de naïf. Ils savent. Et même quoi que les anglophones ne savent pas. D'accord? Nos compatriotes savent ce qui s'est passé. Ils savent que vous avez été manipulés. C'est pourquoi moi je les appelle à la hauteur, à mes compatriotes anglophones. C'est-à-dire que vous n'allez pas accuser, hein, c'est ce que de ce côté, il y a les nationalistes
qui, comme vous, voulez un pays correct. OK? Mais par échec, parce que les anglophones doivent comprendre que nous, à l'UPC, on a lutté armement contre ce régime. Ce qu'ils font là, nous, on a fait ça 10 ans au moins, non? Wandi entre en jeu 61, Wandi entre en pouce. On l'arrête de 70. D'accord? Et ça, c'était seulement un front. Wumi Massaga, je crois qu'il a mis 6 ans pour qu'on arrête sa poussée à Djoum. Hein? Hosseini Afana est décédé à laisser là-bas en Délélé. OK? Sans compter les Bassa. Donc on a fait 4 fois ce qu'ils font là. Ce qu'ils font là est petit par rapport à ce qu'on a fait. D'accord. Donc il ne doit pas mélanger. Il ne doit pas faire comme si il y a un conflit francophone contre eux. Mais il y a un processus complet du néocolonialisme qui a traversé, corrompu et opprimé certains compatriotes qui l'ont suivi. Il faut beaucoup de hauteur, il faut s'élever pour le comprendre. Et c'est pourquoi l'UPC doit aussi s'organiser. Et c'est pourquoi tout le monde doit nous aider. Hein? Vous savez que nous sommes victimes d'un faux congrès que Balek est allé faire avec toute l'illégitimité. Vous devez aider l'UPC à se redresser. Parce que si on se redresse, on peut clarifier l'histoire et poser les bases. Parce qu'on comprend que tous les ojulatistes soient mal à l'aise et pas à la hauteur de clarifier l'histoire. Okay? Mais je peux vous dire que nous, on peut au moins clarifier l'histoire et on a la crédibilité pour parler à nos compatriotes. Hein? Pour dire qu'on remet donc les cartes sur la table. On refonde le Cameroun. D'accord. Reparlons de 2 hommages. Commençons par celui que nous avons fait ici à la suite du décès du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon Djoya, qui, comme vous le savez, a quitté la scène mardi dernier des suites de maladie dans un hôpital français, l'hôpital américain de Paris. Et à travers ce reportage, on refait l'histoire de l'homme. À 83 ans, il demeurait l'une des personnalités les plus influentes du Cameroun. Le 19e sultan, roi des Bamoun, est décédé à l'hôpital américain de Paris. Il y avait été admis d'urgence à la mi-septembre, en provenance du centre des urgences de l'hôpital central, où il avait été admis au bord de cette ambulance, partant de chez lui, de ses 2 pieds, à la suite d'une contamination au coronavirus. Pourtant, il avait pris son vaccin. Par sa disparition, sonne le glas d'une ère pour les Bamoun, ce peuple installé depuis 7 siècles dans les montagnes de l'Ouest Cameroun, précisément dans le département du Noun. Certains historiens se souviennent de lui comme d'un homme intègre. Il a marqué également son passage par une certaine tolérance politique. Vous savez que dans le royaume Bamoun cohabitaient 2 formations politiques dirigées par des Bamoun, l'un étant le souverain et l'autre étant le sujet, mais qui ont cohabité. Et le sujet est arrivé au sujet de vaincre le souverain, puisqu'il est devenu le maire de la ville à plusieurs reprises, mais le souverain n'en a pas tenu une rancune ténace. Sénateur RDPC, le sultan Ibrahim Bombon Djoya était donc également le roi des Bamoun. L'homme caractérisé par une riche culture était le descendant de Charien, venu de la plaine Tikar en 1934. Fils de Seydou Njimolu, Ibrahim Bombon Djoya est né le 27 octobre 1937 à Fumban. Le 10 août 1992, il est intronisé sultan, roi des Bamoun, à la suite du décès de son père. C'est important. Vous savez, les Français avaient interdit l'Ongon. L'Ongon qui était dans ce mouvement culturel et même sociopolitique des Bamoun, où ils exprimaient leur sociabilité et leur réconciliation chaque fois. Donc, Bombon Djoya a réussi à refaire renaître l'Ongon. Vous voyez, son grand-père a fait la langue, et lui, il a fait donc ce retour à la tradition qui me semble suffisamment importante.
Pour ce qui est de sa carrière politique, l'histoire enseigne que, en 1984, Ibrahim Bombondjoya est d'abord membre haut placé de l'UNCEDA Madouaïdjo. En 1985, il rejoint, dès sa création, le bureau politique et le comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Je l'ai connu en politique au sein du RDPC, mais il a été aussi un de mes prédécesseurs comme ministre chargé de relations avec les assemblées et au niveau du gouvernement, mais je l'ai aussi côtoyé au niveau du comité olympique, que ce soit dans la politique, dans le sport. C'est quelqu'un dont j'ai eu l'occasion d'apprécier les points de vue, dont j'ai eu l'occasion d'apprécier les arguments. Rappelons qu'après des études primaires et secondaires, respectivement à Fumban et en métropole française, c'est au lycée général Leclerc de Yaoundé qu'Ibrahim Bombondjoya décroche son baccalauréat avant de s'envoler pour l'Institut d'études administratives africain de Dakar au Sénégal, où il obtient un diplôme de second degré. Professeur Baïbek, un mot peut-être, en mémoire du sultan des Bamoun. Ben écoute, le mot c'est mes condoléances à toute la communauté Bamoun, qui est une des communautés les plus respectables de ce pays, du point de vue, au moins du point de vue culturel. Hein. Et puis pour nous les UPC, vous savez que l'un des premiers leaders a été Félix Roland Moumié. Donc les Bamoun se sont résolument impliqués, qui a sacrifié d'ailleurs toute sa vie, toute sa carrière pour la lutte pour l'indépendance. Donc les Bamoun restent emblématiques. Et je dois dire que dans mon métier, la chirurgie, écoutez, l'exercice de la médecine, j'ai beaucoup de confrères Bamoun avec qui j'ai d'excellentes relations, bien que les gens ne soient pas souvent gentils avec eux. On leur dit les serpents en deux têtes, mais tous les Bamoun qu'avec qui moi j'ai travaillé en médecine, j'ai eu de très bonnes relations avec les Bamoun. Hein. La plus difficile était Ndito Yap, mais même lui, professionnellement, ça allait. Les problèmes qu'on a eus, c'était les problèmes administratifs dans ses fonctions administratives. Mais en médecine, on n'a pas eu. Et Ndito Yap nous apporte quelque chose de fondamental. C'est Ndito Yap qui nous apprend que l'ulcère de l'estomac, on fait le diagnostic par l'endoscopie. C'est tellement impressionnant à ces années-là que mon ami le plus proche, le plus intime, il fait la thèse avec lui. À l'époque, on faisait boire des trucs de radiologie. Une dame apporte l'endoscopie. C'était déterminant. Hein? C'est mon adversaire politique. Et on va dire social, mais je reconnais ça. Donc les Bamoun, moi je respecte beaucoup les Bamoun. D'accord. Un hommage pouvant en cacher un autre ce week-end, ou du moins hier samedi. La communauté artistique, la communauté nationale a raccompagné le célèbre artiste Koti François à sa dernière demeure. C'était dans son Dibombari natal, mais avant cela, à Bonéléa pratiquement, mais avant cela, ici à Douala, nous avons assisté à la levée du corps. Suivez ce reportage. Le célèbre chanteur de Makossa Koti François entame son dernier voyage sur Terre. La levée de corps a eu lieu ce 1er octobre à la morgue de l'hôpital de la garnison militaire à Bonanjo à Douala. Pour l'autorité administrative présente, le Cameroun perd un grand artiste et un entrepreneur culturel. Je garde de cet illustre disparu vraiment un sentiment de parfaite reconnaissance de ce qu'il a fait pour les populations du département du Jury. Et même aussi pour tout le Cameroun entier. Vous savez, c'est quelqu'un qui était assez spécial, hein? Un homme plein dans son style. C'est-à-dire un homme politique, un homme accueillant, qui vivait une vie de société intense et qui aussi était assez religieux. Pour de nombreux artistes présents, Koti François était un repère et un rassembleur. Il laisse un très grand vide aujourd'hui dans le milieu artistique et puis comme personnage, vraiment il laisse un très grand vide pour le Cameroun. C'est une perte énorme pour nous, surtout nous autres qui avons eu la chance de le connaître. J'ai connu Koti à l'âge de 18 ans, vous pouvez imaginer
ce que j'essaie de lui. Et aujourd'hui, les artistes ont besoin de repères. Et il était comme ça quelqu'un qui savait rassembler. C'est un rassembleur et quelqu'un qui faisait l'unanimité dans le milieu artistique et qui a fait des choses. Heureusement, nous sommes réconfortés quand même à travers les œuvres, ses actes et tout ce qu'il a laissé derrière. Et nous ne pouvons que lui souhaiter un bon départ et que les œuvres restent. Un grand frère qui a beaucoup fait, qui a beaucoup œuvré dans la musique, œuvré dans la politique et qui a beaucoup fait. Donc sa disparition nous fait très très mal. Nous perdons quelqu'un de costaud au niveau de la musique. Mais comme on dit souvent, c'est Dieu qui donne et c'est le plus haut. Décédé le 4 août 2021 des suites des maladies à Douala, l'icône du Makossa Nkoti François sera inhumée ce samedi 2 octobre dans son village natal à Souza, dans le département du Mungo, région du littoral. Vous aurez donc corrigé en même temps que moi, il s'agit bien de Souza, par Dibombari, comme j'ai préalablement dit. Là également, peut-être vous allez fredonner une chanson que vous aurez retenue de Nkoti François en thème d'hommage. Je ne suis pas très chanteur, non, mais c'est un roi de Makossa. C'est un pionnier de Makossa. Il n'est pas dans le trépied des Black Seal. Si, bien sûr. Voilà, c'est un Black Seal. Avec Jean Koto et Togi, voilà, non? Exactement. Non, c'est une icône de Makossa qui part. Et donc, ça permet de dire ici, de saluer, de présenter d'abord tous mes condoléances à tous mes amis Abo, parce que moi j'ai grandi dans le Mungo, hein, entre les Abo et les Ballons. Je connais tous ces villages-là. Souza, Maleke, Kake, Grand Souza, je connais tous ces villages-là. Et donc, tous mes condoléances à cette communauté, tous mes condoléances également à toute la communauté Sawa. Et tous mes hommages et tout mon soutien à la culture Sawa, qui doit se distinguer comme une culture qui est quand même la culture qui a eu la chance de nous mettre en rapport depuis 1884 avec le monde extérieur à partir des fameux accords germano-droits. Voilà, absolument. Je salue vraiment ça. Et moi, je vous salue à nouveau ce soir, simplement pour vous remercier, professeur, d'être parti de Yaoundé pour cette actualité qui vraiment nous intéresse tant, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Nous vous savons disponibles. Vraiment, merci. Et à nouveau, on vous aura avec plaisir sur ce plateau et dans nos autres émissions sur STV. Mais de rien, monsieur Vipita. Merci à vous également à la maison, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir.